Reposez. Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous asseoir. La cérémonie va se dérouler de la façon suivante. L'arrivée des autorités. Les autorités iront saluer le drapeau. Les ministres, accompagnés par le vice-amiral d'escadre Dutrieux, passera les troupes en revue. Le passage de 2 rafales de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Vous pouvez observer au mouillage le chasseur de mines L'Aigle de la Marine nationale. La montée des drapeaux des 11 nations ayant participé au raid de Dieppe. Le récit historique de l'opération Jubilé. La remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur à M. Gordon Fennell, vétéran canadien du raid de Dieppe. La lecture de lettres de combattants du raid par des jeunes Canadiens et des jeunes Français. Les allocutions de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, et de Mme Gillette Petitpas-Taylor, ministre canadienne. Les salutations des autorités aux vétérans, porte-drapeaux et présidents d'associations patriotiques. Le départ des autorités à l'issue de leur salut au drapeau. Le commandant des troupes rendra aussi ensuite les honneurs au drapeau du régiment blindé des fusiliers marins et dispersera le dispositif militaire. Pour les invités, nous vous invitons à partager un rafraîchissement qui sera servi sous le barnum sur le côté. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone portable pendant la durée de la cérémonie. Je vous remercie. Amiral, je vous propose que nous nous dirigions vers le lieu de la cérémonie. Nous aurons un accueil républicain auquel participeront des élus et également 3 ambassadeurs du Canada, de la Belgique et de la Norvège. Un vétéran sera parmi la limite des autorités, M. Fennell, que vous décorerez, à qui vous remettrez la Légion d'honneur. Et à l'issue de l'accueil républicain, les honneurs seront rendus. Et à ce moment-là, je vous accompagnerai devant le drapeau du régiment de la fusiliers marins où la musique des transmissions de l'armée de terre vous animera cet événement. Et 2 rafales de la base de Saint-Dizier survoleront la cérémonie durant son déroulement. Vous verrez également qu'un chasseur de jeu français est au mouillage devant le Dieppe et également un bâtiment canadien et un bâtiment polonais sont en ce moment en escale. J'avais une proposition dans ce canal.
Enchanté, monsieur l'ambassadeur. Je vous redis bonjour. Sinon, on ne va pas comprendre. C'est vrai. L'ambassadeur de Norvège. Enchanté, Bonjour, bienvenue à toi. chers collègues. Tu vas bien? Comment on fait bien les choses? Le soleil? Oui, qui tiennent jusqu'à demain. Les présidents du département. Oui, enchanté. Sébastien Chouette. Merci. Vous allez bien? Très bien, ça va. C'est la reprise fidèle à Merci pour l'accueil chaleureux. fidèle à ma réputation, j'ai toujours aussi pour faire ça me manquerait. Reposez. Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous asseoir.
Rappel historique, opération Jubilé, Dieppe, 19 août 1942. Le raid de Dieppe, ou opération Jubilé, est une attaque menée par les Alliés en France occupée le 19 août 1942 sur le port de Dieppe. Les raids sur Bruneval et Saint-Nazaire en février et mars 1942 ont infligé des pertes sensibles à l'ennemi par la destruction, notamment d'un radar allemand de type nouveau. Les Alliés envisagent alors la possibilité d'une opération de grande envergure sur les côtes françaises, destinée à éprouver le système de défense allemand à l'ouest. Leur choix se porte sur Dieppe, port de Normandie, assez proche de la Grande-Bretagne, ce qui rend possible une couverture aérienne continue. Par ailleurs, les défenses allemandes de cette région sont estimées à moins redoutables que celles aménagées sur les côtes du Pas-de-Calais. Le relief alentour est toutefois fortement accidenté, caractérisé par de hautes falaises quasiment infranchissables pour qui vient de la mer, ce qui limite les lieux d'intervention. L'exécution du plan est confiée aux Canadiens. L'opération est fixée au 4 juillet. En raison des conditions climatiques défavorables, elle est repoussée à une date ultérieure. Une nouvelle date est programmée, le mercredi 19 août. Les troupes sont sous les ordres du capitaine de vaisseau Hugues Hallett pour les forces navales, du général Roberts, commandant la 2e division d'infanterie canadienne pour les forces de débarquement, et du vice-maréchal de l'air Leigh Mallory pour l'aviation. Les forces de débarquement comptent quelques 4 965 Canadiens et 1 100 Britanniques, ainsi qu'une cinquantaine de Rangers américains et 15 commandos des forces navales françaises libres, répartis dans les différentes unités de commando britanniques, soit au total plus de 6 000 hommes. La flottille destinée au transport des troupes et à leur mise à terre se compose de près de 200 bâtiments ou engins de débarquement. 8 destroyers, dont un battant pavillon polonais, constituent le corps de bataille de l'expédition. Le dispositif de soutien comprend 2 canonnières, une trentaine de vedettes et une chaloupe à moteur, ainsi que 7 chasseurs de sous-marins français, dont 3 armés par la Royal Navy et 4 par les forces navales françaises libres. L'appui aérien est assuré par près d'un millier d'appareils, essentiellement des chasseurs britanniques et quelques bombardiers américains. La défense de Dieppe incombe à la 302e division d'infanterie allemande. Les effectifs sur les différents lieux de débarquement sont estimés à un total de 2000 hommes. De Berneval à Varangeville, le front s'étend sur 18 km. La couverture aérienne repose quant à elle sur quelques 400 appareils de la Luftwaffe, des chasseurs pour la plupart. Ce 19 août 1942, vers 3h30, les opérations de débarquement commencent. Les hommes des 4 premières vagues d'assaut prennent place à bord des péniches de débarquement. Malheureusement, les barges amenant le commando numéro 3 se trouvent pris dans un convoi allemand en provenance de Boulogne. L'affrontement s'engage. Le commando, qui ne compte plus que 7 embarcations sur 23, se rend sur son objectif. Débarqués à Belleville à 4h45, les 19 hommes du Major Young atteignent le plateau et parviennent à neutraliser la batterie de Bruneval pendant 1h30. À 8h10, à court de munitions, les hommes rembarquent. À Berneval-Plage, vers 10h, bloqués au pied des falaises après une lutte de près de 5 heures, les commandos se rendent. À l'autre extrémité de la zone d'opération, le commando numéro 4 est chargé de neutraliser la batterie de Varangeville-sur-Mer. Divisés en 2 groupes, les 250 hommes du lieutenant-colonel Lord Lovat débarquent à Vasté-Rival et Quiberville et détruisent les 6 pièces de la batterie après l'avoir enlevée à la baïonnette. Les Anglais se replient et rembarquent à 7h30 en menant 4 prisonniers allemands. À Puisse et à Pourville, en amont et en aval de Dieppe, ainsi qu'à Dieppe même, l'exécution des opérations incombe aux Canadiens. Parvenus à destination, ils sont pris sous le tir continu de l'ennemi et restent pour la plupart cloués sur les plages. À Puisse, les hommes du Royal Regiment of Canada sont anéantis dès les premières minutes du débarquement. Les pertes sont terribles.
Sur quelques 650 hommes, 128 sont tués et plus de 250 faits prisonniers. Le South Saskatchewan Regiment et les Queen's Own Cameron Highlanders of Canada débarquent à Pourville. À 5h20, l'attaque frontale sur Dieppe s'engage. Le Royal Hamilton Light Infantry et l'Essex Scottish débarquent sous un déluge de tirs des batteries allemandes. Les chars de combat restent pour la plupart immobilisés sur la plage. Pris sous le feu ennemi, ils sont systématiquement détruits et ne peuvent apporter un soutien efficace. Les fusiliers Mont-Royal et les commandos des Royal Marines britanniques, débarqués en renfort, ne peuvent plus renverser la situation. Au final, aucun objectif n'est enlevé. Sur les plages, ce n'est que désolation. À 9h35, l'ordre est donné de se préparer à évacuer ce qui peut l'être encore. À 13h30, le dernier bateau quitte la côte pour rejoindre l'Angleterre, laissant derrière lui quelques 3000 hommes tués ou prisonniers. 9 heures après le début de l'attaque, l'opération se solde par 1197 morts ou disparus, dont plus de 900 Canadiens. Près de 1500 blessés et quelques 2000 prisonniers. 34 bâtiments, dont un destroyer, et 108 avions alliés sont perdus. Du côté allemand, les pertes sont estimées à 350 tués ou disparus, quelques centaines de blessés et 34 prisonniers. La Luftwaffe perd 48 appareils. La Victoria Cross est la distinction militaire suprême de l'armée britannique et des pays du Commonwealth. Cette décoration est décernée extrêmement rarement. Durant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, seulement 182 Victoria Cross ont été attribuées sur tous les théâtres d'opération dans le monde. Cependant, à Dieppe, 3 furent attribués. 2 à des Canadiens, le lieutenant-colonel Cecil Merritt, commandant le South Saskatchewan Regiment, et le révérend John Foote, aumônier du Royal Hamilton Light Infantry. La 3e à un Britannique, le major Patrick Porteous du 4 Commando. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever pour les hymnes des 11 pays ayant participé à l'opération Jubilé. Garde à vous. Présentez. Armes. Hymne du Canada. L'hymne de l'Australie.
L'hymne de la Belgique. L'hymne des États-Unis d'Amérique. L'hymne de la Norvège. L'hymne de la Nouvelle-Zélande. L'hymne de la Pologne.
L'hymne de la République tchèque. Hymne du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Hymne de la Slovaquie. Hymne de la France.
Reposez. Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous asseoir. Garde à vous. Porte-drapeau. Rejoignez votre emplacement. Présentez. Armes. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever. Récipiendaire. Rejoignez votre emplacement. Madame Patricia Miralles, la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, va remettre la Légion d'honneur à Monsieur Gordon Fennell. Ouvrez le banc. Monsieur Gordon Fennell, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Thank you. Thank you. Thank you for this great honor today. Fermez le banc. Rejoignez votre emplacement. Porte-drapeau. Rejoignez votre garde. Reposez. Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant entendre la lecture de lettres de combattants du RAID, des vétérans du RAID, par 6 jeunes Français et jeunes Canadiens.
Chers papa et maman, il y a quelques minutes, nous avons été rassemblés pour apprendre que finalement, nous nous embarquions pour aller nous battre contre l'ennemi dans les 24 heures qui suivent. Même si j'ai crié « Hourra !» comme les autres du peloton, je ne me sens pas très brave. Mais soyez assurés que je ne serai jamais une cause de déshonneur pour le nom de la famille. Nous nous sommes entraînés avec une extrême ardeur pour ce jour. J'ai grande confiance que nous serons victorieux de notre premier engagement, afin que vous soyez fiers que j'ai été l'un des participants. Depuis que nous sommes arrivés en Angleterre, nous entendons parler des autres camarades de toutes les parties de l'Empire, ainsi que des Anglais qui combattent sur tant de fronts. Maintenant, nous, les Canadiens, c'est notre tour de les joindre dans la bataille. Dans l'endroit où nous sommes présentement, notre colonel, Dollard Ménard, vient de confirmer la nouvelle. Et dans le secret, nous a annoncé l'endroit où nous irons attaquer l'ennemi. Je suis peinée, mais je ne puis dévoiler ni le nom ni sa localisation. Nous savons exactement dans quelle situation nous nous engageons, et c'est avec confiance que nous attaquerons. Notre aumônier, Padre Sabourin, rassemble tous ceux qui veulent recevoir l'absolution générale, ainsi que la Sainte Communion. Presque tous répondent à l'appel. Je veux être en paix avec Dieu au cas où quelque chose m'arrive. Mon bon ami, Jacques Nadeau, en fait autant. Faisant suite aux instructions détaillées que nous ont données nos officiers et sous-officiers, nous sommes invités à participer à un somptueux repas. Nous sommes servis par les membres féminins auxiliaires de la Marine royale. Les tables sont recouvertes de nappes blanches et chacun a son couvert complet. Il y a bien longtemps que nous avions été traités de la sorte par le service militaire. Je continue ma lettre à bord de notre péniche d'assaut qui nous amènera à notre cible. Nous sommes chanceux car la mer est très calme. La température et le temps sont au beau fixe. L'on nous dit que l'engagement avec l'ennemi prendra place vers 5h30. Dans l'entretemps, j'en profite pour vérifier encore une fois mon fusil et mon équipement pour une 3e fois, tout en écoutant mes camarades discuter de différentes choses. Certains racontent des blagues, mais à les entendre, on devine la tension qui existe. D'ailleurs, je la ressens moi-même. Le lieutenant Masson nous fait ses dernières recommandations, juste lorsque nous larguons les amarres. Le sergent Lapointe pose quantité de questions, car c'est la première fois qu'il dirige un peloton d'hommes. Jacques est occupé à ajuster son vélo et semble ennuyé par quelque chose, car il marmonne comme à habitude dans pareil cas. Dear Mom and Dad, a few minutes ago we were gathered to learn that we were finally embarking to fight the enemy within 24 hours. Even though I shouted hooray like the others in the platoon, I didn't feel very brave, but rest assured that I will never be a cause of dishonor to the family name. We trained extremely hard for today. I have great confidence that we will be victorious in our first engagement, so you can be proud that I was one of the participants. Since we arrived in England, we have heard of other comrades from all parts of the empire, as well as the English who are fighting on so many fronts. Now it is our turn for us Canadians to join them in the fight. Where we are now, our Colonel, Dollard Ménard, has just confirmed the news, and in secret announced the place where we will attack the enemy. I'm sorry, but I can't reveal either the name or its location. We know exactly what situation we are getting into, and it's with confidence that we will attack. Our chaplain, Padre Sabourin, brought together all those who want to receive general absolution as well as Holy Communion. Almost all answered the call. I want to be at peace with God in case something happens to me. My good friend, Jacques Nadeau, did the same. Following the detailed instructions given to us by our officers and non-commissioned officers, we were invited to participate in a meal. We were served by the Women's Auxiliary members of the Royal Navy.
The tables were covered with white tablecloths, and everyone had their full place setting. It's been a long time since we've been treated like this by military service. I continue my letter aboard our assault barge, which is taking us to our target. We're lucky because the sea is very calm. The temperature and the weather are fine. We're told that the engagement with the enemy will take place around 5:30 a.m. In the meantime, I took the opportunity to check my rifle and my equipment once again for a third time while listening to my comrades discuss different things. Some tell jokes, but deep down, you can imagine the tension that exists. That's because I feel it myself. Lieutenant Masson gave us his final recommendations just as we cast off. Sergeant Lapointe asked a lot of questions because this is the first time he has led a platoon of men. Jacques is busy adjusting his bike and seems annoyed by something because he mumbles, as in usual in such cases. The moon is shining enough for us to continue. We've been sailing for 2.5 hours, and I have to hurry before dark. I take this opportunity to ask you for your forgiveness for the trouble and faults I may have caused you, especially during my enlistment. Roger told me how much pain I've caused you. I hope that if I come back alive from this adventure, and if I return home when the war is over, I'll do everything I can to dry your tears, Mom. I will do everything in my power to make you forget all the anguish of which I'm the cause. I hope you will have received my letter from last week. I know that I celebrated my 18th birthday on the 13th, and I have no reason to go to fight. But when you learn how bravely I fought, you will forgive me for all the trouble I caused you. Dawn is already on the horizon, but during the night I recited all the prayers you taught me, and with more fervor than usual. A few minutes ago, I thought we had already gone into action with the Germans. Over there, on our left, the roar of cannons with the sky which lit up made us believe it. Our group of boats is moving in slow motion, and Lieutenant Mason told us that the first wave of assault is heading towards its objective. It's much better now, and I can see what I'm writing. Hope you can read me. We were warned that we were very close to the French coast, and I believe it, because we hear the cannonade as well as the sound of explosions, even the whistling of shells passing over our heads. I finally realized that we're no longer in an exercise. An assault barge directly next to ours has just been hit, and it has disintegrated along with everyone on board. We didn't have time to see much, because within a minute or two, there was nothing. Oh my God, protect us from such a fate. So many comrades and friends who were there 2 minutes ago are gone forever. It's horrible. Other boats in our group and other groups were hit and suffered the same fate. If I were to be among the victims, Jacques will tell you what happened to me, because we made a promise to do so, for one or the other, in case one of us doesn't return. I love you, and tell my brothers and sisters that I love them with all my heart. Rebelle Boulanger. La lune nous éclaire suffisamment pour que puisse continuer. Il y a 2h30 que nous naviguons, et je dois faire vite avant la nuit noire. J'en profite pour vous demander pardon pour la peine et les fautes que j'ai pu vous causer, surtout lors de mon enrôlement. Roger m'a dit combien de peine je vous ai fait. J'espère que si je reviens vivant de cette aventure, et si je retourne à la maison à la fin de la guerre, je ferai tout ce que je pourrai pour sécher tes larmes. Maman, je ferai tout en mon pouvoir afin de vous faire oublier toutes les angoisses dont je suis la cause. J'espère que vous aurez reçu la lettre de ma semaine passée. Je sais que j'ai célébré mon 18e anniversaire de naissance le 13 et que je n'ai pas raison d'aller combattre. Mais lorsque vous apprendrez avec quelle bravoure je me suis battue, vous me pardonnerez toutes les peines que je vous ai causées. L'aube pointe déjà à l'horizon. Mais durant la nuit, j'ai récité toutes les prières que vous m'avez enseignées.
et avec plus de ferveur que d'habitude. Il y a quelques minutes, j'ai cru que nous étions déjà entrés en action avec les Allemands. Là-bas, sur notre gauche, le grondement de canon avec le ciel qui était éclairé nous l'a fait croire. Notre groupe d'embarcation se déplace au ralenti et le lieutenant Masson nous dit que la première vague d'assaut se dirige vers son objectif. Il fait beaucoup plus clair maintenant et je peux voir ce que j'écris. J'espère que vous pourrez me lire. L'on nous avertit que nous sommes déjà très près de la côte française. Je le crois, car nous entendons la canonnade ainsi que le bruit des explosions, même le sifflement des obus passant au-dessus de nos têtes. Je réalise enfin que nous ne sommes plus à l'exercice. Une péniche d'assaut directement à côté de la nôtre vient d'être atteinte, et elle s'est désintégrée avec tous ceux qui étaient à son bord. Nous n'avons pas eu le temps de voir grand-chose, car en l'espace d'1 ou 2 minutes, il n'y avait plus rien. Oh mon Dieu, protégez-nous d'un tel sort. Tant de camarades et d'amis qui étaient là voilà 2 minutes sont disparus pour toujours. C'est horrible. D'autres embarcations de notre groupe et d'autres groupes ont été touchés et ont subi le même sort. Si je devais être parmi les victimes, Jacques vous apprendra ce qui m'est arrivé, car nous avons fait la promesse de le faire, pour l'un ou l'autre, au cas où l'un de nous ne reviendrait pas. Je vous aime bien, et dites à mes frères, sœurs, que je les aime bien aussi du cœur. Robert Boulanger. Extrait du livre Dieppe, Ma prison. Récit de guerre de Jacques Nadeau du régiment des fusiliers Mont-Royal. Ce livre raconte, comme le titre l'indique, les expériences de guerre de l'ancien combattant Jacques Nadeau, qui participa en août 1942 au raid de Dieppe. Fait prisonnier, il serait l'auteur de plusieurs tentatives d'évasion. Et son odyssée le mènera de la France à l'Allemagne, ainsi que la Pologne à la Russie. Le casino à notre droite était encore occupé par les Allemands et leurs mitrailleuses fauchant nos rangs. À 200 mètres de nous, il y avait une valeuse, soit une entaille dans la falaise, d'où l'ennemi avait une position de tir idéale, tout comme ceux de la vallée au-dessus. Nous étions vraiment en très mauvaise posture. Déjà, je pouvais voir les corps de mes compagnons d'armes morts et blessés, qui s'amoncelaient sur la grève. Sur la plage, les projectiles arrivaient de tous bords, tous côtés, rafales de mitrailleuses, balles de tireurs d'élite, bombes de mortier, grenades. Avec les explosions, c'était une cacophonie infernale. Le bruit était étourdissant. Devant le barrage de projectiles dirigés vers moi, je me suis couchée sur les galets pour offrir une cible réduite. Les balles et les échats de mortier qui touchaient le sol ricochaient sans cesse sur les petites pierres et les faisant voler en tous sens. Moins dangereux qu'un impact direct, il causait néanmoins du dommage. Mon corps fut rapidement couvert de meurtrissures. Tout en essayant de garder mon calme, je me suis rendu compte que nous avions complètement manqué notre objectif. Nous étions supposés seconder le Essex Scottish qui était devant le casino. Mais nous étions à près de 700 mètres à droite de cette position. J'entendais alors crier un de mes compagnons d'armes, un blasphémateur notoire, qui cette fois-ci demandait à Dieu de venir le sauver. Il est mort peu après. Le temps passait et je restais ainsi couché sur le sol, espérant qu'aucune balle ne m'atteigne.
Malgré tout, je n'avais pas vraiment peur, mais j'étais plutôt inquiet de voir tous mes compagnons tomber autour de moi. Les minutes semblaient être une éternité. À un certain moment, je me suis retournée pour apercevoir le sergent Lapointe et le lieutenant Levesque qui essayaient de dégager notre embarcation en paix dans le brise-lames. Ils m'ont fait signe de venir les aider. Moi, je leur ai montré la falaise et je leur ai crié « Je ne suis pas ici pour pousser les bateaux, mais pour me battre. » Extract from the book Dieppe, My Prison, War Story by Jacques Nadeau of the Régiment Les Fusiliers Mont-Royal. This book tells the story, as indicated by the title, of the war experiences of veteran Jacques Nadeau, who participated in the Dieppe raid in 1942. Taken prisoner, he spearheaded multiple escape attempts. His odyssey led him from France to Germany, then from Poland to Russia. The casino on the right was still filled with Germans, and the machine guns were cutting down the rings. At 200 meters from us, there was a depression, a break in the cliff, from which the enemy held an ideal shooting position, just like those in the valley above. We were in a really bad place. Already, I could see the bodies of my comrades at arms, dead and injured, piling up on the bank. On the beach, projectiles were coming from everywhere. Machine gun hail, sniper shots, mortar shells, grenades. The explosions made a thunderous cacophony. The sound was dizzying. Facing the barrage of projectiles aimed at me, I lie down on the pebbles to make myself less of a target. The bullets and mortar shells that touched the ground were constantly being deflected on the small rocks, flying everywhere. While less dangerous than a direct impact, they still caused damage. My body was quickly covered with bruises. Trying to stay cool, I realized we had completely missed our target. We were supposed to help the ex-Scottish located in front of the casino, but we were approximately 700 meters to the right of that position. I then heard a comrade at arms shout an Irish curse, asking God to save him. He died shortly after. Time went by, and I stayed prostrate on the ground, hoping not to get hit by a bullet. Through it all, I was not really afraid. I was worried to see all my comrades falling around me. Minutes seemed an eternity. At what point, I turned around to see Sergent Lapointe and Lieutenant Levesque trying to free our boats, stuck in the breakwater. They waved at me to come help them. I pointed at the cliff and yelled, "I'm not here to push boats. I'm here to fight." Nous allons maintenant entendre l'allocution de l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre des langues officielles, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Garde à vous! Secrétaire d'État Patricia Miralles, Honorable Veterans Gordon Fennell, Dorothy Phoenix, Jean Priest, Mesdames, Messieurs, les parlementaires, les maires et distingués invités. Chers amis, au nom du gouvernement du Canada, je tiens d'abord à remercier nos hôtes français pour la généreuse hospitalité dont ils font preuve à notre égard depuis notre arrivée. Les Canadiens sont toujours chaleureusement accueillis en France et nous en sommes reconnaissants.
Malheureusement, l'honorable Lawrence Macaulay, mon ami et collègue et ministre des Anciens combattants, ne pouvait être parmi nous aujourd'hui. Mais je suis très furieuse qu'il m'a délégué en son nom, d'autant plus que je partage un lien très spécial avec Dieppe. En effet, comme plusieurs d'entre vous aujourd'hui, je suis d'origine d'une ville qui porte le nom de Dieppe. Mon Dieppe, quand même, se trouve au Canada. C'est une petite ville acadienne de la province du Nouveau-Brunswick qui a d'abord porté le nom de French Village, puis Leger's Corner. Le village a adopté le nom de Dieppe en 1946 afin de rendre hommage aux soldats tombés au combat ici durant la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'étais enfant, on nous parlait du raid sur Dieppe et du sacrifice que nos soldats avaient fait au nom de la paix, de la liberté et de la démocratie. So, it is profoundly meaningful for me to be here this week as a representative of the Government of Canada to commemorate what was, for Canada, the bloodiest single day of the Second World War, the Dieppe Raid on the 19th of August, 1942. Nearly 5,000 Canadians took part in this operation. Early in that morning, the Allies attacked at 5 different points along a 16-kilometer stretch of coast in occupied France. The Canadians landing in Dieppe expected to successfully fight their way into the town. Instead, our troops were met by violent machine gun fire and suffered heavy losses on both the eastern and the western flanks, as well during the main attack. With us today is former trooper Gordon Fennell, who landed at Dieppe with the Calgary tanks in 1942. Now 100 years old, Mr. Fennell was just a youngster when he and his comrades from the 14th Army Tank Regiment stormed the beaches all those years ago. Please join me in thanking Mr. Fennell for his service during the war, in particular during the Dieppe Raid. We owe so much to all those who fought so hard in places like Dieppe and all across Europe and the world. And it's our sacred duty to always remember them and what they gave up so that Western Europe could be free. That we continue to return to mark these anniversaries says an awful lot about the importance of remembering those who fought, those who fell for the freedom during the First and Second World Wars. And it speaks to the strong bond that still exists between our countries. Nos soldats se sont tenus côte à côte dans cette lutte sanglante contre la tyrannie et l'oppression, et par le fait même ont scellé à jamais l'amitié entre nos deux nations. Cette solidarité se reflète aujourd'hui encore dans notre coopération au sein d'importantes organisations comme l'OTAN, le G7, le G20, et bien sûr les Nations Unies. Nos liens de fraternité se renforcent encore davantage lorsque nous nous rassemblons comme nous le faisons aujourd'hui, 80 ans, 90 ans, voire 100 ans plus tard, pour rendre ensemble hommage à la bravoure et au sacrifice de tous ceux qui ont combattu sur ces champs de bataille. Des dizaines de milliers de soldats canadiens ont rendu leur dernier souffle ici, en France. Et ils reposent en terre française pour toujours liés au destin du Canada et de la France. Le Canada vous remercie de rendre ainsi hommage à nos soldats tombés au combat, si longtemps après le silence des canons. Merci d'être à nos côtés cette semaine pour souligner le 80e anniversaire de Dieppe. Merci.
Repos. Nous allons maintenant entendre l'allocution de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Garde à vous. Honorable ministre des langues officielles, responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Messieurs les ambassadeurs, Madame la chargée d'affaires, chef de mission par intérim, Monsieur le préfet, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de Dieppe, Amiral, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, marins et aviateurs, personnel civil des armées, Mesdames et Messieurs les membres d'associations et porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, vous le savez, nous commémorons aujourd'hui un anniversaire singulier, celui d'une bataille terrible que personne n'a oubliée, ni au Canada, pour qui l'opération Jubilee est tout particulièrement un épisode douloureux, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, ni en France, et encore moins ici, à Dieppe. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'une opération militaire d'un genre nouveau à l'époque, qui jamais n'avait été menée jusqu'alors. Mais nous commémorons aussi celui d'une défaite militaire pour les forces alliées, des milliers de morts en quelques heures, des centaines de blessés, des milliers de soldats faits prisonniers et amenés en Allemagne. L'opération Jubilee fut un échec. Cela n'a pourtant rien à voir avec notre devoir de nous souvenir de ces hommes et de les honorer ce soir. Il y a 80 ans, à la même heure, 6 000 soldats s'apprêtent à lancer pour la première fois dans la Seconde Guerre mondiale un débarquement en Europe. Certes, l'objectif n'était pas de prendre position durablement sur le sol français. Il s'agit d'un raid, d'une attaque éclair pour tester les défenses allemandes avant de se retirer. Mais c'est une première audacieuse. Plusieurs régiments canadiens de chars et d'infanterie et des pilotes de l'aviation royale du Canada forment la plus grande partie des troupes. Près de 5 000 soldats venus de presque toutes les provinces du pays. L'Ontario, l'Alberta, le Canada, le Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique. Pour nos amis canadiens, Dieppe reste l'épisode le plus meurtrier de l'histoire de leur armée depuis un siècle. La Grande-Bretagne, d'où partent les troupes, envoie, elle, au combat plus de 1000 soldats, parmi lesquels des commandos des forces spéciales et les pilotes de la Royal Air Force, dont les faits d'armes pendant la bataille de l'Angleterre avaient fait la réputation déjà à l'époque. Une cinquantaine de Rangers américains sont là et la participation française est modeste, ô combien symbolique. 4 navires des forces navales de la France libre appuient l'opération et 15 fusiliers marins français débarquent. 3 d'entre eux trouveront la mort ce 19 août 1942. Pour tous, la détermination est entière. Leur engagement au combat est total. Mais face à eux, l'armée allemande se prépare depuis des mois et a érigé le mur de l'Atlantique. Toute la région de Dieppe a fait l'objet d'un travail d'organisation défensive. Réseaux barbelés sur les plages, mitrailleuses et mortiers installés dans les casemates. Les sorties de plage sont barrées par des mines antipersonnelles et des roadblocks en béton. 5 blocos avec des batteries d'artillerie commandent l'ensemble de la côte. À 3 heures du matin, ce 19 août 1942, plusieurs navires britanniques tombent sur un convoi allemand parti de Boulogne-sur-Mer. L'engagement naval est immédiat. Les soldats des forces alliées ne bénéficieront même pas de l'effet de surprise en arrivant sur la côte. Venus de plusieurs pays, avec des parcours de vie parfois très différents, ils étaient tous frères d'armes et leur bravoure
a marqué nos mémoires. Le lieutenant-colonel Cécile Mérite du South Saskatchewan Regiment venait de Vancouver, débarqué au petit matin sur la plage de Pourville. Il fit preuve d'un courage sans pareil. À 4 reprises, il franchit un pont sous les tirs déchaînés de l'artillerie allemande pour mener ses hommes de l'autre côté, par petits détachements. Blessé 2 fois, il parvient malgré tout à organiser la retraite de son bataillon et met sur pied une arrière-garde qui permet à des centaines d'hommes de débarquer pour l'Angleterre. Lord Lovat, commandant de la 1re brigade spéciale des commandos britanniques, qui avec ses 160 hommes parvient de Varangil à remonter le cours de la rivière pour pénétrer les terres et détruire l'une des terribles batteries de canons de 150 qui contrôlent l'entrée du port de Dieppe. Le plus doux des hommes, qui avait jamais sabordé un bateau ou tranché une gorge, disait de lui le Premier ministre britannique, Winston Churchill. Le second lieutenant, Édouard Loustalot, avait 23 ans. Le seul lien bien modeste de ce jeune Américain avec la France était la Louisiane où il était né. À Berneval, il prit le commandement de ses hommes après que son capitaine a été tué. Blessé à 3 reprises, il est finalement fauché par une rafale en escaladant la falaise. Il est le tout premier soldat américain mort au combat en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Le lieutenant français Francis Fourche est fusilier marin. Il fait partie du bataillon qui, quelques semaines plus tard, sera baptisé d'un nom désormais fameux, le commandant Kieffer. Et tous les autres, tous ces soldats, moins célèbres, mais dont l'attitude ne fit pas moins héroïque, tous ces hommes venus se battre sur une terre que la majorité d'entre eux n'avaient jamais foulée pour notre liberté. Nous nous souvenons d'eux. Avec le recul, les historiens nous prouvent aujourd'hui que le courage de ces hommes, de ces soldats, aussi fut-il, ne pouvait rien ce jour-là pour éviter une terrible défaite. Mais ce sont aussi les historiens qui démontrent que ces hommes, par leur action de bravoure, ont contribué dans la durée de la guerre à la réussite des plus grandes opérations alliées en Europe, les débarquements de l'année 1944, 2 ans plus tard. Et puis, l'histoire n'est pas la mémoire. C'est avec admiration que nous devons nous rappeler de leur abnégation. En 1942, ce ne sont pas les plages qui nous entourent que ces hommes ont attaquées. C'est la forteresse Europe, comme l'appelait la terminologie de l'occupant allemand à l'époque. La forteresse Europe réputée imprenable et invincible. Oui, l'opération Jubilé fut un échec. Mais comment penser aujourd'hui que le sacrifice de ces milliers d'hommes fut vain? Imagine-t-on un instant que l'héroïsme des tout premiers résistants français, ceux du groupe du Musée de l'Homme ou de combat, qui presque tous furent exécutés ou déportés, ait pu être inutile? Les hommes de Paul Riquet, de Pierre Brossolet, de Germaine Tillon, ceux d'Henri Frenay ou de Bertie Albrecht sont aujourd'hui les symboles de valeurs précieuses, et leur parcours permet de faire vivre ces valeurs et de les transmettre. Ainsi en est-il des soldats qui menèrent le raid de Dieppe. Il y a un mois, dans un des discours, le président de la République française rappelait cette citation de l'historien grec Lucydide, qui, à propos des guerres antiques du Péloponnèse, disait « La force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. » Emmanuel Macron expliquait alors combien la force morale, à commencer par celle des militaires, était un élément essentiel dans la cohésion de la nation. Les hommes de l'opération Jubilé en sont pour moi des exemples marquants. Leur sang versé nous oblige à ne pas oublier les principes qu'ils ont incarnés.
l'esprit de corps, le sens du devoir, la grandeur de la liberté, et nous engage à faire comprendre l'importance de ces principes aux générations futures. Je vois dans cette assistance des collégiens français et des jeunes Canadiens. Votre participation à cette cérémonie ce soir nous impose une importante responsabilité, celle de reprendre le flambeau du souvenir et de le transmettre à votre tour. L'histoire de l'opération Jubilé reste aussi une leçon permanente sur la complexité de la guerre moderne. Elle rappelle la difficulté des interventions combinées ou interarmées qui sont aujourd'hui la base de toutes nos opérations. L'unité, la coordination et la communication furent des paramètres déterminants du raid de Dieppe. Elles le sont toujours aujourd'hui, vous le savez. Il nous suffit, au moment où la guerre reprend en Europe, de mesurer l'importance en Ukraine du travail avec nos alliés, de celle des actions concernées de l'OTAN pour nous en convaincre. Le raid de Dieppe, avec l'action des Rangers américains et des commandos britanniques, nous a aussi démontré l'importance vitale des forces spéciales. Les actions de l'armée française en opération extérieure ces dernières années nous ont montré que cette importance n'avait pas faibli. Les leçons de l'opération Jubilé, il y a 80 ans, restent des leçons pour aujourd'hui. Toutes ces raisons rendent notre présence à tous ici ce soir indispensable. Pour que nous n'oublions jamais, et peut-être surtout pour nous rappeler le devoir qui est le nôtre de faire que les plus jeunes n'oublient pas. Une société qui ne se souvient pas de ses morts cesserait d'être une société. C'est pourquoi les soldats du raid de Dieppe ne seront pas oubliés, ni leurs familles, ni leurs tombes, ni leurs drapeaux. Des sociétés qui refuseraient de regarder leur passé avec lucidité seraient condamnées à l'errance à l'heure des choix stratégiques, quand se décide le sort des nations. C'est en se souvenant des hommes qui se sont battus ici et en affirmant notre responsabilité de transmettre leur histoire et leurs valeurs qu'ils ont défendues que nous devrons et que nous rendrons le mieux hommage à leur combat et à ceux qu'ils nous ont donnés. Vive la République, vive la France. Repos. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux et les vétérans. Garde à vous. Il y a eu un message adressé à la jeunesse. Bonne parole pour la paix dans le monde. Tuer les enfants. Merci. Merci. Merci pour la paix dans le monde.
métier des légionnaires parachutistes. Bonjour, merci pour le service. Bonjour, le geste. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Bonjour. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Bonjour, madame. Respect. Merci aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Respect, madame. Merci. Merci d'invitation aujourd'hui. Merci. C'est une mémoire vraiment émotionnelle pour tous les Canadiens aussi. Et nous sommes dans notre bulle nous-mêmes et nous avons l'esprit rempli de toutes ces choses merveilleuses et glorieuses. C'est normal. Les pompiers ont participé au débarquement de Liège. Les collègues ont sauvé des blessés, ont porté les morts, ont éteint les incendies, ont fait beaucoup de choses. Donc je représente après toute puissance à sapeurs-pompiers. Vous appréciez vraiment. Pour nous, c'est un événement vraiment spécial. Et puis, on est bien content que vous nous ouvriez. Merci. C'est tout ce qui m'honore et c'est tout pour moi, tous ces symboles sont remplissent plein de souvenirs. Je ne sais pas en tension combattant, mais je me mets dans ma bulle à chaque fois parce que je suis un passionné d'histoire. Très bravo. C'est la jeunesse qui faut continuer à transmettre l'histoire. J'ai l'exemple à côté, c'est ma filleule. Ah ben voilà, bravo. Je présente le corps des sapeurs-pompiers de Liège qui ont participé au débarquement, ont sauvé beaucoup de gens. Oui, souvent, Ben oui, c'est vrai, heureusement. Moi, j'ai connu des collègues, M. Morin, M. Rochette, qui eux ont participé au débarquement. Et j'ai encore un ami qui a 99 ans, qui lui était pompier à l'époque, qui est toujours retraité de pompier. Et puis, mais il faut le rencontrer, ce monsieur. Ben, c'est un ami, je le vois très souvent. Il faudrait le rencontrer, ce monsieur. C'est important. Il prendra son nom tout à l'heure. Bonjour. I'm working on my French. I got barbecue down and hot dog. He stopped me. Yeah. Moi, je comprends absolument pas. Voici le député du Il dit Canada. qu'il va avoir 3 bières puis 2 hot dogs rapidement. Ah, ok. S'il vous plaît. D'accord. Okay. Est-ce que vous pouvez appeler Yvan? Très bien. Bonjour. Mais c'est normal, c'est un grand plaisir. Bon, alors. Ah oui, il faut que j'aille là. Non. Ah, son oreille droite. Sans l'oreille droite. Hello. Je traduis. Bonjour, tout va bien? Everything good? She's asking if everything is good. Good. Is good? C'est un grand voyageur. C'est la première fois qu'il revient. Oui. En 80 ans. Il n'a jamais été fait prisonnier, il a refusé de se faire prisonnier. I just said you refused to be taken prisoner and you went back to England. Yeah, that's right. It was a long ride. It took a long time. Ça a été un long voyage, ça a pris très longtemps à retourner en Angleterre. Oui, mais qu'il ait eu le courage d'être leaky là boat. aujourd'hui. Tout aussi Leaky symbole. boat. Leaky boat. C'est un bateau qui prenait de l'eau. Et c'est pour ça que ça a pris très longtemps de traverser la Manche.
She said you have great courage They for soon being... called me and sent me back. Yeah. Ils ont dit, sitôt retourné, ils l'ont renvoyé. He sent me back to about 4 years at the front line. No, he didn't mean in any offense, but that's how he took it. Il a passé 3 ans dans les premières lignes, 43, 44, 45. Il a perdu son frère en Italie. Il est enterré. Il a marié une madame britannique. Et ses souliers de mariage sont au musée canadien de la guerre. Ah oui? Oui, c'est une histoire. Yes. I'm telling you the story of the shoes. Tell her the story of the shoes. Yeah. Tell her the story of the shoes. Yeah? Yeah, she'll like that. Women like shoes. Où sont passées ces chaussures de mariée? I was stationed in England for a while. We were waiting for the Germans to come. And the Germans decided that they weren't going to come. They went to Russia instead. So they sent us down to Sicily. I wasn't there very long. We had a tank outpost. Shrapnel stuck in my head for 2.5 years. And nobody else was the front line that day. Only myself. Tell her about no doctors, nobody. Tell her how you got the shoes. Right. Oh yeah. When I was in England waiting for the Germans, I met a nice girl there. Asked her to marry. Let me translate. Lorsqu'il était en Angleterre, il a rencontré une belle demoiselle britannique. Avec qui il s'est marié. Demandé un mariage. Okay, so you asked her to marry you. Then. Anyway, when they sent me to Sicily, that was impossible. I've been down there for very long before I had this tank out. How did you get your shoes again? Me? Who sent you your shoes? My mother. Sa mère ne voulait pas se marier dans ses bottes de combat, alors sa mère lui a envoyé une belle paire de souliers du Canada. Qui a été envoyé en Sicile, et lui il a été déployé en Sicile. So anyway, I wrote to her. She'd already said she was going to marry, but I wrote to her and said, you hadn't agreed to marry me. I wouldn't be phoning you today to tell you what. No, I didn't know it. That's how deep the wound was. Alors les souliers, ils ont été envoyés en Sicile, et lui, il les pendait dans son poste de conducteur de char. Son char a été frappé. Le shrapnel s'était sorti dans le char et il a frappé les souliers. Il a été sauvé par une paire de souliers. Voilà. Et il a écrit à sa fiancée pour lui dire « Parce que tu as accepté de me marier, je suis ici. » Incroyable. Un destin incroyable. Yeah. So I got married the first day after the war ended. Quelle est la sensation, l'émotion? Il est ému, incroyablement. Mais c'est un homme brillant. They sent me home at the end of the war and kept my wife for another 9 months. Alors ils l'ont rapatrié après la guerre, mais ils ont gardé son épouse pour un autre 9 mois, parce que par manque de transport. Et puis elle a retraité du Canada. Ça l'a réveillé. Oui, ça l'a réveillé. Bon, ben. Tu as entendu? Tu as entendu? Alors, il y a une histoire très drôle. Il rencontre en Angleterre une jeune demoiselle très belle. Il décide de se marier. Mais il ne veut pas se marier avec ses bottes de soldat.
Et donc, sa maman lui envoie une paire de souliers pour se marier. Et donc, il est conducteur de char et il met ses souliers dans le char. Il se fait bombarder et donc il est sauvé grâce aux souliers. Alors, il ne s'est pas marié avec ses souliers parce que c'est ses souliers qui lui ont sauvé la vie et qui lui ont permis de se marier. Quelle histoire. Et ces souliers sont maintenant au musée canadien de la guerre. Ah, c'est extraordinaire. Et la photo de mariage. On a beaucoup eu de miracles. Donc le jour où vous vous mariez, achetez de bons souliers. Des souliers chanceux. Le mariage, quelques-uns. Pas beaucoup. Il a été au programme. Il a perdu 3 quarts d'heure. Et ce Et c'est la première fois qu'il revient. Oui, on va dire. Émotion. Sa légion, il l'a bien mérité. Oh oui. Oh oui. Et moi, je suis fière de le lui avoir rendu. Merci. Je ne sais pas ce qu'il dit. You earned your Legion of Honor. I said that. And she said she's very proud for having given it to you. C'est un grand honneur. Thank you. She's very happy. I'm proud to get it. Ah, lui aussi. Avant de quitter le site de la cérémonie, les autorités vont aller saluer le drapeau du régiment blindé des fusiliers marins. Garde à vous! Présentez armes!